Le véritable sage dans une assemblée n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui connaît la puissance du silence. Ce phénomène se déploie actuellement sur les réseaux sociaux, où des millions d'individus prennent une décision qui révèle bien plus sur leur santé psychique qu'ils ne l'imaginent. Bienvenue dans l'éveil de votre essence. Avant de commencer, je vous demande une faveur. Si ce thème résonne en vous, manifestez votre approbation maintenant, car ce que je m'apprête à partager peut transformer radicalement votre compréhension de votre lien avec les réseaux sociaux. Je vous promets qu'à la fin de cette réflexion, vous découvrirez en vous-même un aspect peut-être jamais envisagé, qui influence votre esprit à l'instant présent. Permettez-moi de vous interroger. À quand remonte la dernière fois où ouvrir Instagram ou tout autre réseau social a provoqué en vous une légère piqûre à l'estomac? Cette sensation étrange d'être confronté à des vies parfaites, des corps parfaits, des vacances parfaites, des relations parfaites. Chacun semble vivre son plus bel instant, tandis que vous vous sentez, disons, ordinaire, ou pire, insuffisant. Voici ce qui est fascinant. Alors que des millions de personnes alimentent constamment leur profil avec des images soigneusement sélectionnées, filtrées et retouchées, un groupe croissant accomplit exactement l'inverse. Des individus qui possèdent des comptes mais ne publient pas, qui observent sans participer, qui sont présents tout en demeurant invisibles. Sachez ceci. Après des années d'observation en consultation, cette décision de ne pas publier génère deux réactions diamétralement opposées. D'un côté, certains estiment que ces personnes sont étranges, asociales, qu'elles dissimulent quelque chose. De l'autre, certains les admirent secrètement, pensant qu'elles sont peut-être les seules saines d'esprit dans un monde devenu fou. Mais la réalité est bien plus complexe et captivante qu'il n'y paraît, car derrière cet écran blanc, ce profil inactif, se cache une psyché entière qui nous parle du fonctionnement de notre cerveau, de nos émotions, de nos peurs les plus profondes, et aussi, croyez-moi, de notre force intérieure. Avant de poursuivre, il est essentiel que je vous dise ceci. Il ne s'agit pas de juger s'il est bien ou mal de publier des images. Il s'agit de comprendre ce qui se joue dans votre esprit lorsque vous le faites ou lorsque vous choisissez de ne pas le faire. Il s'agit de saisir pourquoi votre cerveau réagit d'une certaine manière à un j'aime, à un commentaire, à cette comparaison perpétuelle. Et surtout, il s'agit qu'à la fin de cette exploration, vous disposiez d'outils réels pour prendre des décisions conscientes concernant votre vie numérique. Car je vais vous révéler une découverte issue d'années de travail avec des patients de tous âges. Le problème majeur de notre génération n'est pas la technologie en soi, mais le fait que personne ne nous a appris à l'utiliser sans qu'elle nous détruise intérieurement. Personne ne nous a expliqué qu'à chaque publication, nous activons les mêmes circuits cérébraux que ceux stimulés par les substances psychoactives. Personne ne nous a dit qu'être constamment exposé aux vies des autres générerait dans notre cerveau un niveau de cortisol, l'hormone du stress, équivalent à celui de situations de danger réelles. Et voici ce qui m'inquiète le plus. Il y a, à la fin de cette réflexion, quelque chose d'essentiel que je dois partager avec vous concernant ce qui est véritablement en jeu. Cela touche à votre identité, à qui vous êtes lorsque personne ne vous observe, et à un piège psychologique dans lequel presque tous nous sommes tombés sans nous en apercevoir. Mais pour le comprendre véritablement, je dois d'abord vous expliquer certains principes fondamentaux du fonctionnement de votre esprit. Commençons par la base, par ce qui se passe dans votre cerveau chaque fois que vous publiez une image ou que vous décidez de ne pas le faire. Ceci n'est pas qu'une question de personnalité ou de timidité. Cela possède une base neurobiologique très claire qui explique nos comportements. Lorsque vous publiez une photo sur les réseaux sociaux et que vous commencez à recevoir des j'aime, des commentaires, des réactions, votre cerveau libère de la dopamine. La dopamine est le neurotransmetteur du plaisir, de la récompense. C'est la même substance libérée lorsque vous mangez un mets délicieux, lors de relations sexuelles ou lors de la consommation de drogue. Et voici le problème. Votre cerveau ne distingue pas une récompense réelle d'une récompense virtuelle. Pour lui, un j'aime est une validation sociale réelle. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Nous sommes conçus pour appartenir à une tribu, pour être acceptés par le groupe. Pendant des millénaires, être rejeté par sa communauté signifiait la mort,
littéralement. Si votre tribu vous expulsait, vous ne surviviez pas. C'est pourquoi notre cerveau a développé des mécanismes puissants pour rechercher l'approbation sociale et éviter le rejet. Les réseaux sociaux ont piraté ce système ancestral. Ils ont transformé une nécessité de survie en un jeu addictif de validation constante. Chaque notification est une petite dose de dopamine. Chaque « j'aime » vous confirme que vous appartenez, que vous êtes accepté, que vous avez de la valeur. Imaginez maintenant quelqu'un qui décide de ne pas participer à ce jeu. Quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, déclare « Je ne vais pas chercher cette validation externe ». Que se passe-t-il dans son cerveau? Plusieurs choses très intéressantes. Premièrement, cette personne a peut-être développé ce que nous appelons une validation interne forte. C'est-à-dire que son estime de soi ne dépend pas de ses interactions en ligne, mais de la manière dont elle s'évalue elle-même. Et cela, croyez-moi, est de l'or pur en termes de santé mentale. Car la validation externe est comme une drogue. Elle n'est jamais suffisante. Vous en avez toujours besoin de plus. Il y aura toujours quelqu'un qui recevra plus de j'aime, plus de commentaires, plus d'attention. Mais il se peut aussi que cette personne évite les réseaux sociaux par peur. Peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être jugé. C'est ici que les choses se compliquent, car ne pas publier par peur est très différent de ne pas publier par choix conscient. J'ai vu en consultation des personnes brillantes, aux vies incroyables, qui ne publient rien parce qu'elles pensent que leur vie n'est pas assez intéressante, que leur corps n'est pas assez attrayant, que leur existence ne mérite pas d'être partagée. Cela me brise le cœur, car elles ont intériorisé un message toxique, que votre valeur se mesure en j'aime et en nombre d'abonnés. Mais il existe un troisième groupe, et c'est celui qui me fascine le plus. Des personnes qui comprennent le jeu et décident de ne pas y jouer, qui ont pris conscience du mécanisme de manipulation et disent « Je n'ai pas besoin de cela pour être heureux ». Laissez-moi vous dire quelque chose. Ces personnes ont généralement des niveaux d'anxiété et de dépression significativement plus bas que ceux constamment exposés sur les réseaux sociaux. Attention cependant, car ce n'est pas aussi simple que de dire que ne pas publier est mieux. Il y a ici quelque chose de plus profond qui concerne l'intention, le pourquoi, et c'est cela qui fait vraiment la différence. C'est de cela dont nous allons parler maintenant. Permettez-moi de vous décrire ce qui se produit chaque fois que vous ouvrez Instagram et commencez à scroller. Votre cerveau entre dans un état que j'appelle « alerte comparative », car ce que vous voyez n'est pas la réalité, mais une sélection soigneuse des meilleurs moments de la vie d'autrui. Votre cerveau, lui, ne le sait pas. Il compare vos coulisses à la version montée et éditée des autres. Et lorsque vous faites cette comparaison, et que vous en sortez perdant, lorsque vous voyez que d'autres possèdent plus, sont plus, vivent mieux, votre corps libère du cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress, celle qui s'active face à une menace perçue. La comparaison sociale est perçue par votre cerveau comme une menace, car, encore une fois, nous sommes conçus pour appartenir. Si les autres sont meilleurs que vous, cela signifie que vous pourriez être expulsé du groupe, perdre votre place dans la tribu. Le problème est que cette activation du cortisol était utile lorsque les menaces étaient réelles et ponctuelles. Un lion à vos trousses, un conflit avec un membre de la tribu. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous activons ce système de stress constamment, plusieurs fois par jour, tous les jours. Cela a des conséquences dévastatrices pour votre santé physique et mentale. Des niveaux élevés de cortisol maintenus dans le temps génèrent anxiété, dépression, troubles du sommeil, prise de poids, problèmes digestifs, affaiblissement du système immunitaire. C'est littéralement comme si votre corps était constamment en mode survie, prêt à fuir ou à combattre, mais sans aucun endroit où fuir ni rien contre quoi lutter. Pensez maintenant aux personnes qui ne publient pas de photos. Beaucoup d'entre elles ont pris cette décision, consciemment ou non, comme une forme de protection contre ce stress constant. Car si vous ne publiez pas, vous êtes moins dépendant de la validation externe. Vous n'attendez pas les j'aime, vous ne comptez pas les commentaires, vous ne mesurez pas votre valeur en chiffres. Mais voici une nuance cruciale. Certaines personnes ne publient pas, mais continuent de consommer, de scroller, de regarder la vie des autres, de se comparer.
Dans ces cas, le cortisol continue de monter, peut-être même davantage, car maintenant vous ne vous comparez pas seulement, mais vous avez en plus le sentiment de n'avoir rien de digne à partager, que votre vie est moins intéressante, moins valable. J'ai eu des patients qui me disent « Je ne publie rien parce que ma vie est très ennuyeuse ». Et lorsque nous approfondissons, nous découvrons que leur vie n'est pas du tout ennuyeuse. Ils ont une famille, des amis, des passions, des moments merveilleux, mais ils les ont tellement dévalorisés par rapport à ce qu'ils voient en ligne qu'ils en sont venus à croire que ce n'est pas suffisant. Ceci est terrible, car nous parlons d'une distorsion cognitive massive. Nous comparons notre réalité complète, avec ses hauts et ses bas, ses bons et mauvais moments, à une version ultra éditée de la réalité d'autrui. C'est comme si vous couriez une course où vous utilisez vos jambes et les autres une voiture, sans vous rendre compte qu'ils sont dans une voiture. Les personnes qui se portent le mieux psychologiquement sont celles qui ont réussi à accomplir l'une de ces deux choses. Soit elles consomment les réseaux sociaux de manière très consciente et limitée, sachant que ce qu'elles voient n'est pas réel, soit elles ont décidé de réduire drastiquement leur consommation, voire de l'éliminer. Et lorsque je dis éliminer, je ne parle pas d'ascétisme, mais de maintenir ces relations réelles sans la médiation d'un écran. Car il y a quelque chose que vous devez comprendre. La solitude qui fait le plus de mal n'est pas la solitude physique, mais la solitude émotionnelle. Vous pouvez être entouré d'abonnés sur Instagram et vous sentir profondément seul. En effet, les études montrent que les personnes qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux déclarent des niveaux de solitude plus élevés, car les connexions numériques ne satisfont pas notre besoin réel de lien humain. Et voici un point crucial que je vais vous expliquer dans un instant. Quelque chose qui concerne qui vous êtes réellement versus qui vous prétendez être. Mais auparavant, je dois vous parler d'un autre aspect fondamental. Parlons maintenant de quelque chose que je trouve absolument fascinant et que j'observe quotidiennement en consultation. La création de l'identité numérique versus l'identité réelle. Lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, vous créez une narration sur qui vous êtes. Vous sélectionnez les photos où vous avez la meilleure apparence, vous partagez les moments joyeux, vous montrez vos réussites, vos voyages, vos triomphes. Et peu à peu, sans vous en rendre compte, vous commencez à créer un personnage, une version idéalisée de vous-même, impossible à maintenir dans la vie réelle. Le problème est que votre cerveau ne distingue pas très bien votre identité réelle de votre identité numérique. Et lorsqu'il y a un grand écart entre les deux, lorsque ce que vous êtes sur Instagram diffère beaucoup de ce que vous êtes seul chez vous, se produit ce que nous appelons une dissonance cognitive. Cette dissonance est mentalement épuisante. Imaginez devoir jouer un rôle chaque jour, devoir être cette version parfaite de vous que vous montrez en ligne chaque fois que vous sortez. Cela génère un stress immense. Le pire est qu'avec le temps, vous pouvez finir par perdre de vue qui vous êtes vraiment, car vous avez tellement fait semblant que vous ne savez plus ce qui est authentique ou non. Les personnes qui ne publient pas sur les réseaux sociaux le font souvent parce qu'elles pressentent ce danger, parce qu'elles préfèrent garder leur vie réellement privée, parce qu'elles ne veulent pas avoir à constamment soigner leur image, filtrer leur réalité, choisir quelle partie de leur vie est digne d'être montrée et laquelle ne l'est pas. Je me souviens d'une patiente venue en consultation avec une crise d'anxiété sévère. En explorant ce qui s'était passé, nous avons découvert quelque chose d'incroyable. Elle était partie en vacances dans un lieu paradisiaque. Elle avait publié des photos spectaculaires où elle semblait radieusement heureuse. Mais la réalité était qu'elle s'était disputée avec son partenaire durant tout le voyage, qu'elle se sentait malheureuse, qu'elle n'avait pratiquement rien apprécié. Pourtant, elle devait maintenir cette image de perfection sur ses réseaux, parce qu'elle avait construit une narration de relations parfaites, de vie parfaite, de bonheur constant. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai l'impression de vivre pour la photo. Je ne vis pas ma vie. En le disant, elle a éclaté en sanglots, réalisant qu'elle avait perdu des années de sa vie à se soucier plus de l'apparence de sa vie que de la manière dont elle la vivait réellement. Ce phénomène se produit massivement, et très peu en parlent. Nous sacrifions l'expérience réelle pour l'apparence numérique. Nous allons au restaurant, et la première chose que nous faisons est de sortir notre téléphone pour photographier le plat. Nous allons à un concert,
et le regardons à travers un écran parce que nous enregistrons pour les stories. Nous sommes avec nos enfants et nous pensons aux photos que nous pourrions publier pour prouver que nous sommes de bons parents. Les personnes qui ne publient pas disent souvent ceci: « Je veux vivre ma vie sans cette couche d'artifice. Je veux que mes expériences soient miennes et non un contenu pour la consommation d'autrui. » Cela est profondément sain d'un point de vue psychologique, car lorsque vous vivez sans le besoin de tout documenter, de tout valider par le regard externe, vous développez quelque chose de fondamental pour la santé mentale. La capacité de jouir pour le simple fait de jouir, et non pour démontrer que vous êtes en train de jouir. Mais attention, car j'ai aussi vu l'extrême opposé. Des personnes qui ne publient rien parce qu'elles ont une peur terrifiante de se montrer, d'être vulnérables, d'être vues. Cette peur n'est pas saine non plus, car une peur extrême du jugement d'autrui est une autre forme d'emprisonnement par le regard externe. La clé, comme toujours, réside dans l'équilibre. Elle réside dans la connaissance de qui vous êtes lorsque personne ne vous observe. Lorsqu'il n'y a pas d'appareil photo devant vous, pas de j'aime à compter. Et si cette personne que vous êtes en privé est radicalement différente de celle que vous montrez en public, vous avez besoin d'un travail intérieur profond. Car l'authenticité n'est pas un luxe, mais une nécessité psychologique. Vous devez pouvoir être vous-même sans masque, et les réseaux sociaux, tels qu'ils sont conçus, vous poussent constamment à emporter. Il y a autre chose, qui concerne la manière dont votre cerveau traite le temps et l'attention, et c'est ce que vous devez comprendre ensuite. Laissez-moi vous parler maintenant de l'une de vos ressources les plus précieuses, que vous donnez probablement sans vous en rendre compte. Votre attention. Votre capacité d'attention est limitée. Elle est comme une batterie qui se décharge au fil de la journée. Chaque fois que vous ouvrez les réseaux sociaux, que vous scrollez, que vous vérifiez combien de j'aime a reçu votre dernière publication, vous dépensez cette batterie pour quelque chose qui ne vous apporte rien de réel en retour. Les concepteurs des réseaux sociaux le savent parfaitement. C'est pourquoi les applications sont conçues pour être addictives. Le défilement infini, les notifications push, le compteur de j'aime qui monte peu à peu, tout est pensé pour capturer votre attention et la retenir le plus longtemps possible, car votre attention est le produit qu'ils vendent aux annonceurs. Et voici ce qui est terrible. Pendant que votre attention est séquestrée par les réseaux sociaux, vous n'êtes pas présent dans votre vie réelle. Vous n'êtes pas vraiment avec les personnes qui vous entourent. Vous ne traitez pas vos émotions. Vous ne réfléchissez pas à ce qui compte vraiment. Vous êtes dans un état de distraction constante qui vous empêche de vous connecter à vous-même et aux autres. Les personnes qui ne publient pas sur les réseaux sociaux, particulièrement celles qui limitent aussi beaucoup leur consommation, me disent quelque chose de très intéressant. Elles disent sentir qu'elles ont plus de temps, que leur vie va plus lentement, qu'elles peuvent penser plus clairement. Ce n'est pas une perception subjective, mais une réalité neurobiologique. Lorsque vous réduisez le temps d'écran, votre cerveau retrouve sa capacité de concentration profonde. Vous pouvez maintenir votre attention sur une seule chose plus longtemps. Vous pouvez lire un livre sans penser à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes. Vous pouvez avoir une conversation sans être à l'affût des notifications. Ceci est absolument crucial, car la capacité de concentration est directement liée à votre qualité de vie. Réfléchissez-y. Toutes les choses qui comptent vraiment, qui vous donnent du sens et un but, nécessitent une attention soutenue. Les relations profondes exigent que vous soyez présent. Un travail significatif exige de la concentration. La croissance personnelle exige de la réflexion. Rien de cela n'est possible si votre attention est constamment fragmentée. J'ai eu des patients qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi je suis si fatigué alors que je n'ai rien fait de la journée. » Et en analysant, nous découvrons qu'ils ont passé 4, 5, 6 heures sur les réseaux sociaux. Bien que cela semble ne rien faire, votre cerveau travaille à pleine vitesse. Il traite des images, compare, juge, génère des émotions. C'est comme si votre cerveau était un muscle que vous utiliseriez constamment pour soulever de petits poids. Vous ne construisez pas de force, vous vous épuisez seulement. En revanche, si vous concentrez votre attention sur des choses qui importent vraiment, même 1 heure par jour, vous construisez un muscle mental, vous développez la capacité de penser profondément, de créer, de vous connecter. Et il y a autre chose. Lorsque vous ne documentez pas constamment votre vie pour les réseaux sociaux, vous vivez différemment.
Vous ne pensez pas au moment idéal pour une photo. Vous n'attendez pas que la lumière soit parfaite. Vous ne vous répétez pas qu'il faut vous souvenir de publier ceci ou cela. Vous vivez simplement. Et il y a une beauté immense dans cela, dans les moments qui ne sont qu'à vous, que personne d'autre ne voit, qui n'ont ni j'aime, ni commentaires, mais qui vous nourrissent véritablement. Un lever de soleil que vous contemplez sans le photographier, une conversation profonde avec un ami où les téléphones sont rangés, un moment de rire avec vos enfants, où vous êtes complètement présent, sans penser à les filmer. Ces moments sont ceux qui construisent réellement une vie pleine de sens. Et les personnes qui ne publient pas sur les réseaux sociaux protègent souvent ces moments, consciemment ou non. Elles disent « Ceci est à moi, c'est privé, c'est sacré, et je n'ai pas besoin de validation externe pour qu'il ait de la valeur. » Mais il y a autre chose que je dois vous expliquer avant d'arriver à l'essentiel. Quelque chose qui est lié à la peur la plus profonde de l'être humain et que les réseaux sociaux exploitent de manière brutale. J'aborde maintenant un thème rarement évoqué, mais qui est au cœur de notre obsession pour les réseaux sociaux. La peur de l'oubli. La peur que notre vie ne signifie rien. La peur d'être insignifiant dans un monde de plus de 8 milliards de personnes. Les êtres humains ont toujours eu ce besoin de transcendance, de laisser une trace, que notre existence importe. Autrefois, cela se réalisait à travers la famille, la communauté, les histoires transmises de génération en génération. Votre héritage était la manière dont vous aviez touché les personnes proches, contribué à votre communauté. Mais les réseaux sociaux ont démocratisé la visibilité et en même temps ont gonflé ce besoin de transcendance de manière antinaturelle. Maintenant, il ne suffit plus d'avoir un impact sur votre famille et votre communauté. Vous avez le sentiment de devoir toucher des milliers, des millions de personnes. Vous devez être mémorable, pertinent, viral. Cela génère une angoisse existentielle terrible, car, au fond, la plupart d'entre nous ne seront pas célèbres, n'auront pas des millions d'abonnés, n'apparaîtront pas dans les livres d'histoire. Et si nous mesurons notre valeur, notre transcendance, par ces métriques digitales, nous nous sentirons toujours insignifiants. J'ai eu des patients qui me confient quelque chose qui leur cause une immense honte. Lorsqu'ils publient une photo, ils passent des heures à vérifier le nombre de j'aime, à la comparer avec d'autres publications, ressentant une anxiété croissante si elle n'atteint pas le nombre espéré. Ils me disent « J'ai l'impression que si cette photo n'a pas assez de j'aime, alors ce moment de ma vie n'était pas important, n'en valait pas la peine. » Réalisez-vous à quel point cela est absurde, mais en même temps réel? Laissons-nous un algorithme, l'opinion de personnes que nous ne connaissons même pas, déterminer si nos moments ont de la valeur. Nous externalisons complètement notre capacité à donner du sens à notre propre vie. Voici ce que les personnes qui ne publient pas sur les réseaux sociaux comprennent souvent intuitivement. La vraie transcendance ne se mesure pas en j'aime. Le véritable impact n'est pas viral. La vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue est celle qui vous comble vous-même, qui fait du bien aux personnes que vous aimez, qui laisse le monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé, même si personne d'autre ne le sait. Je me souviens d'un patient qui était instituteur. Il est venu en consultation avec une crise existentielle terrible. Il me disait « Je vois des gens sur Instagram qui ont des vies incroyables, qui voyagent à travers le monde, qui sont influenceurs, qui ont toute cette reconnaissance, et moi je ne suis qu'un instituteur. Ma vie est si ordinaire, je ne fais rien d'important. » Nous avons commencé à parler de son travail, des enfants à qui il avait appris à lire, de cet élève en difficulté d'apprentissage qu'il avait aidé à croire en lui-même, des lettres que des parents lui avaient écrites pour le remercier de l'impact qu'il avait eu sur leurs enfants. Et tandis qu'il parlait, il s'est mis à pleurer. Il a réalisé qu'il avait mesuré sa vie avec la mauvaise règle. Son impact était profond, réel. Il changeait des vies. Mais il n'était pas photographiable, ne générait pas de j'aime, n'était pas viral. Et c'est pourquoi il avait cessé de le valoriser. Il avait intériorisé l'idée que si quelque chose n'est pas partagé sur les réseaux sociaux, cela n'a pas de valeur. C'est l'une des distorsions les plus dangereuses de notre époque.